Mesdames et messieurs, merci d'être là. Merci surtout à mes collègues qui sont les ministres des Affaires étrangères et des ministres de la Défense de nos 5 pays de s'être réunis pour la première fois ensemble. Nous avons là rassemblé les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de la Pologne et de la France. Et par ce groupe des 5, par cette réunion, nous avons voulu contribuer, à travers cette initiative concrète, aux travaux sur la relance de l'Europe de la défense. Un texte a dû vous être distribué. Ce texte est le point auquel nos conversations ont permis d'aboutir. Nous avons à l'idée de préparer les prochaines échéances européennes qui vont avoir lieu sur les sujets dont vous avez traité. Il y a un conseil le 19 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il y a un conseil européen en décembre 2012 qui va donner un mandat pour une session au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement en 2013 examineront les questions de défense conformément aux souhaits qui a été émis par le président du Conseil, M. Van Rompuy. Et si vous aviez eu ce texte, vous auriez pu y voir que nous examinons toute une série de perspectives en ce qui concerne l'Europe de la défense, aussi bien en ce qui concerne le développement des capacités de l'Union européenne, l'amélioration de l'efficacité de nos missions, la compétitivité de l'industrie européenne. Ce que nous voulons, c'est renforcer la contribution des Européens à la stabilité internationale. Alors, nous sommes 5, mais bien sûr, notre discussion est ouverte aux autres. Nous avons d'ailleurs, bien évidemment, informé Cathy Ashton, qui est notre haute représentante, de ces initiatives et des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Et nous souhaitons qu'elles soient partagées par le plus grand nombre possible des pays d'Europe. D'ailleurs, nous présenterons aussi des pistes pour améliorer les procédures, les structures de gestion de crise dans l'Union européenne. Ce qui nous a frappé, je terminerai là parce qu'on va se livrer à vos questions, c'est que l'Europe, l'Union européenne, fait déjà des choses tout à fait remarquables. Par exemple, il faut souligner combien l'action menée dans la lutte contre la piraterie a été quelque chose d'efficace. Mais peu de nos concitoyens le savent. Et puis, il y a toute une série de perspectives qui sont devant nous, sans qu'il y ait du tout contradiction entre, d'un côté, l'appartenance à l'Alliance et de l'autre, les actions que doit mener l'Union européenne. En tout cas, nous sommes tous convaincus, je crois pouvoir le dire, que nous avons besoin de plus d'Europe en matière de défense. Et l'un d'entre nous, je crois que c'était Giulio, faisait référence à un texte qui s'appelle More Europe, plus d'Europe. Et ceci est vrai en particulier en matière de défense. Et nous sommes tout à fait résolus à œuvrer ensemble en ce sens. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'en peu de mots je voulais dire. Maintenant, je vais me tourner vers la technique pour demander quand ce texte sera distribué. Non, il ne faut pas le donner à la fin, il faut le donner maintenant. Pardon? C'est en route. Bon. Voilà. Alors, sans plus attendre, sauf si mes collègues souhaitent s'exprimer, peut-être va-t-on... il y a deux solutions, ou bien chacun d'entre nous va dire un mot, ou bien on répond aux questions. Qu'est-ce que vous préférez? Question? Voilà, question. Question et éventuellement réponse. Allez-y. Monsieur Fabius, ça marche? Monsieur Fabius, bonjour, bonjour. Monsieur Alain Ruello pour les Échos. Je ne voudrais pas être très pessimiste, mais des grandes déclarations pour la relance de l'Europe de défense, il y en a eu un certain nombre ces dernières années. Le rapport de M. Védrine, qu'on a tous lu hier, montre effectivement qu'il y a eu quelques réalisations, mais finalement beaucoup de
de débats, de rencontres, etc., mais finalement pas grand-chose. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, on va enfin relancer quelque chose? Est-ce qu'au moins il y a une définition commune de ce que doit être l'Europe de la défense? Est-ce que ça va enfin bouger? Merci. Bien. Mes collègues compléteront, mais je reprends votre terme qui est exact. Vous dites qu'il y a eu beaucoup de grandes déclarations, peu de résultats. Mais là, il ne s'agit pas d'une grande déclaration. Il s'agit d'une déclaration qui est liée aux travaux que nous avons entrepris ensemble dans un esprit extrêmement concret. Et donc, le fait que ce soit le couple, si je puis dire, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, que ce soit ces 5 pays et que ce soit à la lumière de l'expérience qu'on décide de travailler ensemble, d'aller plus avant, est significatif. En plus, je crois que nous sommes tous d'accord, mais je ne veux pas du tout monopoliser la parole, sur le fait que les circonstances ont changé. En particulier, plusieurs d'entre nous l'ont remarqué, les États-Unis d'Amérique s'intéressent bien sûr à l'Europe, mais ils s'intéressent, semble-t-il, beaucoup et même prioritairement à la zone Asie-Pacifique. D'autre part, les questions de sécurité et de défense sont majeures et il n'est que de voir l'actualité pour s'en convaincre. Troisièmement, nous avons tous la nécessité d'être plus efficaces, notamment en matière budgétaire. Et donc, la conjugaison de tout cela et la volonté qui est la nôtre que l'Europe soit concrètement présente fait que nous avons abouti à une série de conclusions communes qui vont vous être livrées et nous prouverons le mouvement en marchant. Mais cette fois-ci, alors, il faut vraiment que tel ou tel de mes collègues prenne le relais. Giulio. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier le collègue français, Laurent Fabius, le ministre Adrien, pour avoir eu cette initiative importante pour nous tous, l'Italie et les autres collègues. Je voudrais seulement dire qu'est-ce que c'est, à mon avis, l'importance de ces conclusions et du débat que nous avons eu aujourd'hui. Tout d'abord, sur le plan de l'architecture institutionnelle, c'est évidemment une première pierre que nous avons dans ce processus entamé dans l'après du traité de Lisbonne pour donner plus de substance, envisageant dans le futur proche, j'espère, un renforcement des capacités de planification et de gestion des missions européennes, aussi de travailler sur l'industrie de la défense, en perspective un marché commun de la défense, beaucoup plus intégré, avec des synergies et des épargnes budgétaires. Mais ce n'est pas seulement l'architecture dont nous avons discuté aujourd'hui. Nous avons discuté des missions concrètes. Le cas, nous avons discuté du Maïl, du Sahel, ce que nous avons l'intention de faire en soutien de l'opération de CEDEAO. Nous avons parlé de la Libye en tant que pays qui a la nécessité d'être soutenu par l'Union européenne en tant que tel, en plus que les différents pays européens, pour renforcer ces institutions. Et là aussi, c'est une question de projection des capacités de institution building de l'Europe, de la sécurité, des missions de sécurité et défense. Et nous avons aussi parlé de Somalie, comme le ministre Fabius vient de le dire, et de tout ce que nous pouvons faire là aussi, comme mission SDP, dans la consolidation d'un État, de la sécurité en ce pays. Il y a tant d'autres choses qu'on peut faire. La lutte contre le terrorisme, c'est sûrement un but fondamental. Mais je trouve la valeur de cette réunion aujourd'hui, c'est aussi dans des questions très concrètes qu'on a abordées et sur lesquelles on s'est trouvé pleinement d'accord, aussi comme possibilité de bouger avec tout le groupe des 27. Merci. Je voudrais donner 3 réponses à votre question. Nous avons 3 raisons pour lesquelles cette initiative, ce groupe S5, s'est réuni.
pour traiter de la politique de défense et de sécurité commune. Vous avez demandé pourquoi nous devrions réussir aujourd'hui quelque chose que nous n'avons pas réussi au cours des dernières années. C'est en fait la question que vous posez. 3 raisons. Premièrement, parce que nous avons la volonté politique de coopérer davantage en Europe. Et ceci est entre autres aussi une des conséquences de la crise de l'endettement, car une coopération plus étroite est une des conséquences qui découlent de la crise qui secoue l'Europe depuis 2 ans. Deuxième raison, nous voyons les contraintes budgétaires qui sont les nôtres en Europe comme dans le monde entier. Le fait que nos moyens budgétaires soient de plus en plus limités nous oblige, dans l'intérêt des contribuables et dans l'intérêt de nos affaires étrangères, de veiller à avoir davantage d'Europe. Nous avons moins de moyens à notre disposition et il est donc judicieux de pouvoir se concerter, de créer des synergies dans l'intérêt des contribuables et dans l'intérêt de davantage de sécurité pour nos citoyens. Et enfin, une troisième raison pour laquelle il est encore plus important que par le passé de coopérer. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé qu'ils allaient davantage s'engager dans l'espace asiatique et pacifique. Ce qui signifie que notre partenaire le plus important dans l'Alliance est arrivé à la conclusion que nous sommes en mesure, et nous devons être en mesure en Europe, de garantir notre sécurité et notre stabilité, de prendre donc notre destin dans nos mains. Et c'est donc également une conséquence logique de cet état de fait. Nous, en tant qu'Européens, nous devons davantage être responsables de notre politique de sécurité et de notre politique étrangère. Ce sont exactement les 3 raisons qui veulent que nous devons réussir cette démarche en Europe, à savoir une coopération plus étroite en matière de défense, de sécurité et de politique étrangère. Une 4e raison que je souhaiterais invoquer à ce jour, la divergence entre les grands objectifs que nous nous étions fixés et les réalisations concrètes était trop importante. Or, maintenant, nous préférons peut-être être un peu moins ambitieux, mais être plus pragmatiques et réaliser de façon concrète des initiatives communes. Oui, et je voudrais ajouter un commentaire. Je partage tout à fait ce que Guido Westerwelle, que c'est la différence. Aujourd'hui, il y a les conditions politiques, qui peut-être n'étaient pas hier. Les conditions pour les raisons que Guido l'a dit, très claires. Mais nous devons comprendre que les conditions sont une nécessité, mais ne sont pas suffisantes. Elles sont nécessaires, mais pas suffisantes. Il faut une volonté politique très forte. Il faut travailler pour partager, pas renoncer. Partager en souveraineté dans la matière de défense. C'est une nécessité et j'espère que ce chantier ouvert va devenir une réalité. Aujourd'hui, il y a les conditions. Nous devons traduire cette condition en réalité. Et c'est la déclaration aujourd'hui, ce n'est pas la déclaration per se, c'est l'élan que nous voulons donner à cette domaine, à ce chantier. Merci. Pedro. Muchas gracias, merci bien. Au nom du gouvernement espagnol, je voudrais dire que nous, ministres qui sommes ici présents, nous représentons une partie géographique importante de l'Europe, du nord au sud, avec la présence de l'Italie qui est au centre de la Méditerranée.
et qui est le berceau de ce qu'est aujourd'hui l'Europe. Ce n'est pas facile, et nous le savons bien, de construire une Europe de plus en plus consolidée, de plus en plus forte sur le volet de la défense. Mais les scènes sur lesquelles nous agissons aujourd'hui exigent de notre part cet engagement. Et je dois vous dire que moi, je suis ministre de la Défense de l'Espagne depuis peu de temps, mais que j'ai constaté qu'il y a un véritable engagement vis-à-vis de la partie qui est finalement la plus difficile, c'est-à-dire l'engagement de nos forces armées et cette volonté politique de travailler ensemble et de contribuer ensemble à la stabilité et à la paix dans le monde. Et ça, c'est un élément réel qui me rend optimiste, tout en restant réaliste, bien sûr. Mais c'est vers cela que nous devons tous travailler. Merci beaucoup. Je voulais simplement ajouter, à la suite du ministre de la Défense, et face à la question très pertinente qui a été posée, à savoir pourquoi la réunion d'aujourd'hui, eh bien, je crois que c'est précisément le moment important de le faire. Il y a 10 ans avait eu lieu la première mission civile et militaire dans les Balkans, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense. Le moment est venu d'établir le bilan. On a réalisé d'autres missions, mais peut-être la plus complète était celle qui a eu lieu dans la Corne de l'Afrique, là où on a pris une approche globale à une opération de sécurité et de défense, d'abord avec l'opération Atalante de lutte contre la piraterie, ensuite une mission d'entraînement militaire, en troisième lieu une stratégie de sécurité pour la région, et cette année en cours une opération sous le nom de Nestor, qui est un renforcement des capacités maritimes des pays de la région. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 missions successives qui ont donné d'excellents résultats, et c'est une expérience qui nous permet de faire un premier bilan et profiter d'autres scénarios. Au Sahel, on a commencé avec une stratégie de sécurité et de défense qui est la façon rationnelle de commencer quand il s'agit d'une approche globale qui considère le dialogue politique, l'aide humanitaire, qui tient en compte l'aide au développement et en dernier recours une éventuelle intervention militaire ou un soutien à une intervention militaire des pays de la région. Donc peut-être aujourd'hui est-ce précisément le moment opportun pour établir le bilan et voir comment nous allons planifier nos travaux d'avenir. Merci. J'avais une question un peu impertinente peut-être, mais comment, Jacques Hubert-Audier des Échos, comment peut-on parler d'Europe de la défense sans la Grande-Bretagne? Non, ça n'est pas du tout impertinent, c'est même pertinent. Mais tout simplement, le texte que nous avons mis au point est ouvert à l'ensemble de nos autres collègues, et singulièrement à la Grande-Bretagne, dont chacun sait à quel point elle est importante en matière de défense. D'ailleurs, la France a en particulier des accords précis avec la Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas ou les uns ou les autres, c'est et les uns et les autres. Et ceux qui sont là sont rassemblés par une même volonté, par une certaine conception des choses, par une expérience en commun. Dès lors que la Grande-Bretagne voudra se joindre à cet ensemble, elle est évidemment la bienvenue. N'oublions pas que le texte que nous avons mis au point, nous l'adressons à M. Van Rompuy, qui préside l'ensemble, et dans cet ensemble, il y a nos amis de Grande-Bretagne. Donc, ça n'est pas alternatif, c'est cumulatif. Et donc, ce sur quoi nous sommes d'accord est ouvert à l'ensemble de nos autres collègues, y compris, bien sûr, nos amis britanniques. Oui, je voudrais compléter ce que dit Laurent Fabius en précisant que nous avons évidemment informé nos amis britanniques de cette initiative. Il se trouve que la France a un traité de coopération en matière de défense avec la Grande-Bretagne. Cela se fait dans la transparence, mais notre initiative a une double volonté. D'abord, s'inscrire dans un calendrier, ce qui a été énoncé au début, qui a été
va être lancé par M. Van Rompuy et qui va durer toute l'année 2013 et s'inscrire dans ce calendrier et créer un mouvement, créer un entrain qui est ouvert à tous, mais sur des bases que nous avons identifiées, que vous avez entre les mains et qui reposent d'abord sur l'action et le pragmatisme, comme ça a été dit par les uns et par les autres, au-delà de déclarations incantatoires ou théologiques de départ. Nous sommes dans l'Europe de la défense de l'action. Allez-y, alors, vous aviez une question de retard. Monsieur, c'est un micro. Ah, Radek, merci. Non, vas-y, Radek, vas-y. Pour la Pologne, vient de s'achever une semaine très européenne. Notre président vient de ratifier l'accès de la Pologne à l'Agence spatiale européenne. Pour la première fois, s'est rencontré le Conseil des gouverneurs du Fonds européen pour la démocratie. Et aujourd'hui, je souhaiterais remercier Laurent pour provoquer cette réunion qui vient en continuité à notre lettre commune adressée à Madame Ashton pendant la présidence polonaise de l'Union européenne. Toutes ces trois choses ont un dénominateur commun. Il s'agit de faire agir l'Union européenne à l'extérieur. Et c'est pour ça que tous ces trois éléments sont très importants, car nous ne sommes pas une union qui se referme sur elle-même, mais elle réfléchit sur ses possibilités d'agir sur l'extérieur. Si nous devons devenir une grande puissance, et c'est l'ambition de la Pologne pour l'Union européenne, alors nous devons être capables de renforcer notre diplomatie par la force militaire. Comme de même que nous avons pu intervenir dans la Corne de l'Afrique, de même, demain, on devrait pouvoir sécuriser notre voisinage de manière encore plus efficace. Bien sûr, cela comportera un coût. Avant de parvenir à des économies d'échelle qui découlera de l'action commune, nous devons d'abord investir dans l'action commune. Et cela exige un budget ambitieux pour l'Union européenne. Merci. Monsieur Moussani du journal italien Il Sole 24 Ore, deux questions en fait. La première sur la Syrie. Le président français Hollande vient de reconnaître officiellement la coalition syrienne comme le seul représentant légitime du peuple syrien. C'est le premier pays à prendre une position comme ça. Je voulais savoir si sur ce sujet en particulier, il y a un consensus parmi les autres pays, si c'est la même position des autres pays. Deuxième question sur le projet industriel, puisqu'on parle beaucoup justement de synergie et de coûts. Vous avez individué en particulier quelques projets industriels sur lesquels on peut aller à l'avant pour ce qui concerne la coopération européenne. Merci. Alors, je peux peut-être répondre sur le premier point, et puis un de mes collègues, ou plusieurs, compléteront ou répondront sur le deuxième. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ce qui s'est passé à Doha, la création de cette coalition nouvelle, est un élément très important dans le conflit syrien. C'est un conflit épouvantable, 40 000 morts déjà, des centaines de milliers de réfugiés. Et nous avons tous demandé, depuis déjà des semaines et des semaines, que l'opposition puisse s'unir. Parce que si l'on veut qu'une alternative soit constituée au régime de Bachar el-Assad, et si l'on entend les représentants de ce régime dire « Ah mais oui, les opposants sont désunis », il est évident que l'union de l'opposition est une pierre qui est absolument indispensable si on veut trouver demain une Syrie démocratique et libre. Et donc le fait qu'à Doha, au-delà du Conseil national syrien, dont les instances ont d'ailleurs été renouvelées, se soient rassemblés et été élus des hommes et des femmes venant d'horizons différents, représentant à la fois l'intérieur et l'extérieur de la Syrie, appartenant à des confessions différentes, voulant travailler ensemble, développant une feuille de route,
c'est un événement très important. Je crois que là-dessus, nous en avons dit quelques mots ce matin, tout le monde est d'accord. À partir de là, quelles sont les conséquences à en tirer? En Égypte, au Caire, c'était avant-hier, c'est cela. Il y a une position qui a été adoptée et tel ou tel pays souhaite aller peut-être un peu plus vite ou un peu plus loin. C'est le cas de la France. Le président de la République française s'est exprimé pour dire que la coalition était, pour reprendre ces termes, le seul représentant légitime du peuple syrien. Et d'ailleurs, il recevra, François Hollande, avec moi, samedi matin, les dirigeants de cette coalition. Nous examinerons certainement ce point lundi, puisque nous avons une réunion à Bruxelles des différents ministres, et nous verrons quelles sont les formulations qui sont retenues. Mais je crois que ce qui est important, c'est un accord absolument unanime pour souligner justement le caractère novateur de cette coalition. Après, il y a évidemment toute une série de sujets qui se posent, compte tenu de tout cela. Première question, quelles sont les conséquences qui en sont tirées en termes humanitaires? La logique est que désormais l'aide humanitaire passe essentiellement par cette nouvelle coalition qui a été bâtie. Après, il y a des questions plus complexes qui sont est-ce que et quand ça va déboucher sur une force armée commune? Est-ce que et quand va-t-il y avoir un gouvernement provisoire en tant que tel? Et nous allons avoir l'occasion de parler de cela. Et puis, il y a aussi une question connexe qui n'est pas la plus facile, qui concerne les armes qui nous sont demandées par la coalition. Il peut y avoir là-dessus des positions qui peuvent être diverses. En tout cas, le fait que la coalition est un élément positif, nouveau, mobilisateur, je crois que tout le monde le reconnaît. Et avant de... Giulio, et puis Guido. Merci Laurent. Si je peux dire un mot sur la Syrie et puis je laisserai partir la réponse sur la politique industrielle, sur les aspects de l'industrie de la défense au ministre de la Défense italien. Sur la Syrie, je ne peux que répéter le concept que le pas en avant effectué à Doha est un pas important parce qu'il donne une alternative politique au régime. Jusqu'à maintenant, la question c'était qu'est-ce que ça va se passer si le régime disparaît? Là, il y a une plateforme politique et une représentation de la réalité de la société syrienne vaste, élargie et croyable. Donc, cela va avoir aussi des conséquences sur un principe de responsabilité politique sur ce qui se passe sur le terrain par les insurgents, par les forces armées syriennes libres, parce qu'il y a aussi un niveau de responsabilité qui a été décidé à Doha. Le problème humanitaire est une priorité très élevée pour le gouvernement italien, pour tous les gouvernements européens, mais le gouvernement italien a décidé d'octroyer des fonds significatifs pour l'assistance à l'émergence humanitaire. Donc, ce qui s'est passé va consentir une distribution par le biais de la coalition, mais aussi par l'agence internationale. Mais nous espérons que cela facilite aussi l'arrivée d'une aide effective à l'intérieur du territoire syrien et que ce soit relié aux responsabilités de la coalition. Merci, Giulio. Guido. L'Allemagne approuve, comme notre hôte français, le fait que l'opposition soit unie dans le cadre d'une plateforme unique à Doha. Nous sommes convaincus qu'il s'agit là d'un pas important, car lorsque le processus d'érosion du régime Assad doit être accéléré, et il doit être accéléré, alors il importe que l'opposition puisse se présenter comme étant une alternative à ce régime.
et puisse donc réunir au sein d'une plateforme l'opposition. Pour cette plateforme, 3 critères sont décisifs. Premièrement, une déclaration claire en faveur de la démocratie. Deuxièmement, une déclaration, un engagement en faveur d'un État de droit. Et troisièmement, un engagement en faveur de la pluralité, y compris la pluralité communautaire et religieuse. Ceci est décisif. Les différents mouvements d'opposition ont annoncé qu'ils allaient présenter le résultat de Doha chez eux à leur organisation respective, qu'ils allaient en discuter pour pouvoir soutenir pleinement cette coalition. Nous avons consulté aussi les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe lundi au Caire et nous avons convenu avec eux d'une attitude commune. Les choses sont en cours. Tout dépend aussi de la durabilité et de la fermeté de cette coalition. Mais je partage l'avis de Laurent Fabius qui a rencontré lundi au Caire le représentant de cette coalition, à savoir que nous avons une impression tout à fait positive de cet entretien. Et enfin, si nous voulons accélérer l'érosion de ce régime, qui n'est plus un régime de droit, il est important aussi qu'au sein de la communauté internationale, nous puissions adopter les pas politiques nécessaires. Et c'est ainsi que je considère qu'il fait sens que le groupe dit des amis du peuple syrien soit convoqué dans le cadre d'une conférence avant la fin de cette année. C'est-à-dire qu'après la rencontre décisive qui a eu lieu à Paris, nous ayons une nouvelle conférence, une nouvelle rencontre au cours de laquelle nous pourrons discuter des détails, l'appui que nous pourrons apporter à la coalition syrienne. En ce qui concerne la politique industrielle de l'armement, je voudrais lier l'armement aux capacités. Nous avons décidé en commun de renforcer le rôle de l'agence, notamment en ce qui concerne la coordination de nos projets communs et de la normalisation de nos programmes d'armement. Nous avons des projets divers. En tant qu'Union européenne, nous souhaitons promouvoir notamment le développement des avions d'approvisionnement pour des missions qui seraient lointaines pour réduire notre dépendance à l'égard des Américains. Avec l'Espagne, avec la Pologne, nous avons signé une convention concernant la surveillance des espaces maritimes. Nous organisons ensemble le A400M dans le domaine aérien avec la Grande-Bretagne. Nous avons le projet Eurofighter et avec la Pologne, nous avons convenu hier d'une coopération stratégique des deux marines, notamment dans la Baltique. Une organisation qui partirait du principe que la mer Baltique est notre mer commune. Et par ailleurs, nous avons décidé de mettre au point un drone commun de la prochaine génération entre la France et l'Allemagne. Et l'Italie a affiché son intérêt pour ce projet. Vous voyez donc toute une série de projets. Et c'est ce que j'appelle des pas concrets. Thomas, parce que ça montre bien qu'au-delà des
théorie un petit peu complexe. Il y a du concret. Et c'est ça, je crois, que beaucoup attendent. Jean-Yves, sur l'aspect industriel. Oui, Thomas a dit l'essentiel. Nous nous inscrivons totalement dans l'Agence européenne de défense qui se réunit lundi. Nous souhaitons la renforcer, en faire l'outil de définition et d'acquisition de capacités nouvelles. Et nous sommes là aussi très pragmatiques. C'est-à-dire que nous avons convenu que pour la définition de capacités à venir, il importait de définir ensemble les normes et la demande précise, de le faire à 2, à 3, à 4, selon l'intérêt et la demande de chacun, mais de ne pas éparpiller les normes pour avoir une commande unique et ensuite une capacité beaucoup plus performante. Et il y a là, dans ce domaine, des champs importants à explorer demain. Thomas de Maizière a parlé des drones, nous en avons parlé, mais aussi du satellitaire, mais aussi il faut s'interroger sur la défense antimissile et ses implications. Voilà des sujets où la capacité d'acquisition en commun doit être possible en le faisant instruire par l'Agence européenne de défense. Et puis nous avons les capacités existantes qu'il nous faut mettre en commun le mieux possible, les partager pour être efficaces et avoir une autonomie stratégique. Et là, vous connaissez les sujets qui sont en cours de discussion, mais je pense en particulier au commandement de l'aviation de transport militaire et aussi au ravitaillement en vol. Donc voilà très concrètement l'Europe de la défense du concret. Merci. Peut-être on va prendre une dernière question. Après, on fera une ultime photo. Alors, sur le Mali, allez-y. Attendez, on ne peut pas parler plusieurs à la fois. Madame. Excusez-moi, sur le Mali, vous en avez beaucoup parlé, des différents ministres là à l'instant. Est-ce que vous pourriez être un peu plus concret, une date? Je vois qu'il y a des entraînements prévus. Combien de personnes, de troupes européennes et de quel pays? Enfin voilà, est-ce que vous avez plus d'informations concrètement après cette réunion? Sur le Mali, mes collègues compléteront. D'abord, il faut bien avoir à l'esprit que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a au Mali un problème qui concerne d'abord l'Afrique, mais qui concerne toute l'Europe, et qui est la question du terrorisme. Et il faut avoir déjà ça présent à l'esprit. Le terrorisme, le narcoterrorisme se sont installés au Nord Mali. Ils ont des conséquences potentielles ravageuses sur l'ensemble de l'Afrique et sur l'Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça concerne aussi l'Europe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui se fait au Mali est d'abord fait par les Africains. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce point. Et ce qui se fait au Mali, ce qui va se faire, doit recouvrir plusieurs secteurs, et pas simplement un secteur. Il y a d'abord l'aspect politique. Il est indispensable que, évidemment, les autorités légitimes du Mali soient confortées et qu'il y ait des discussions avec les populations du Nord, en tout cas avec les groupes qui récusent le terrorisme et qui acceptent l'intégrité du Mali. Et tout cela doit déboucher sur des élections. Donc il y a un aspect politique. Il y a un aspect sécuritaire, je vais y venir dans un instant, parce qu'il faut bien sûr qu'il y ait des forces qui soient formées et qui puissent opérer les actions sécuritaires nécessaires. Et puis il y a un aspect en matière de développement et en matière humanitaire qui est aussi indispensable, parce que le Mali, le Sahel, l'ensemble de la région, ce sont des populations qui ont besoin qu'on les appuie pour leur développement et qui sont souvent extrêmement pauvres. Donc ce n'est pas uniquement l'aspect sécuritaire, comme on le dit parfois. C'est un aspect politique, un aspect sécuritaire, un aspect de développement. Alors l'Europe, dans tout ça, nous allons en discuter cette semaine, la semaine prochaine. Il y a des travaux qui ont été faits par les Africains, puisque vous savez que dans la procédure internationale, il faut que la CEDEAO, la Communauté d'Afrique de l'Ouest, et l'Union africaine proposent au Conseil de sécurité des Nations Unies une deuxième résolution qui sera présentée à la fin novembre, au début décembre. Il y a une première résolution, numéro 2071, qui a été adoptée à l'unanimité du Conseil de sécurité, très bien, et qui a donné rendez-vous dans 45 jours pour qu'il y ait une deuxième résolution rendant effective toute une série de décisions.
Donc les Africains ont travaillé sur, en particulier, ce qu'on appelle le concept d'opération, et ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait différents pays qui puissent fournir 3300 hommes dans certains délais, etc. Et puis, il y a ce qui concerne l'Europe, et donc nous allons être saisis d'une demande qui concerne essentiellement la formation, puisqu'il va y avoir à former les troupes maliennes, et nous avons une expérience en matière européenne. Et ce sera une démarche de l'Europe qui ne se limitera pas à ça, mais qui passera notamment par cette formation. Je dis bien de l'Europe, et nous en avons discuté ce matin, et bien sûr, nous demanderons aux différents pays d'Europe de pouvoir apporter leur appui à la formation, leur appui technique, leur appui financier. Donc ce n'est pas une opération qui concerne seulement un pays en Europe, ou 2 pays, c'est une opération qui concerne toute l'Europe et qui vient dans le cadre de la politique de sécurité et de défense dont nous avons parlé ce matin. Voilà l'état des choses, et peut-être tel ou tel collègue veut ajouter un élément. J'ajoute, parce que parfois c'est mal compris, que tout cela ne va pas se faire entre aujourd'hui et après-demain. C'est une opération sur la durée qui doit être d'abord faite par les Africains. L'Europe est là pour les aider, mais cela va prendre du temps et des moyens. Guido. Tout d'abord, en ce qui concerne la politique envers le Mali, nous avons une très grande concordance de vues entre la France, l'Allemagne et de façon plus générale en Europe, et notamment entre les pays qui sont réunis aujourd'hui. Ce qui se passe actuellement dans le nord du Mali n'est pas seulement un processus qui concerne l'Afrique. À partir du nord du Mali, il suffit de passer une frontière et on se trouve déjà en Méditerranée. Donc si à terme, dans le nord du Mali, on voit se former des centres de terroristes, des centres de repli pour les mouvements terroristes, alors ceci met en danger notre sécurité également en Europe. C'est ce qui explique pourquoi les événements au Mali ne sont pas des événements qui concernent uniquement un pays lointain, ce sont des événements qui nous concernent directement, qui concernent notre sécurité en Europe. Nous attachons beaucoup d'importance au fait qu'un processus politique puisse accompagner toutes les autres considérations, car un processus politique signifie que le nord du Mali et que les populations dans le nord du Mali, et j'étais à Bamako il y a quelques jours, donc que le nord du Mali puisse percevoir que nous les accompagnons et qu'ils perdent ce sentiment d'avoir été délaissés, un sentiment qui a prévalu pendant des années. J'ai eu un entretien téléphonique ce matin avec le ministre des Affaires étrangères du Mali. J'ai l'impression que la feuille de route pour le processus politique pourra être définie au cours du mois de novembre au Mali. Et en ce qui concerne nos consultations de lundi prochain, que M. Fabius a évoqué, nous pensons aussi que nous pourrons tenir le délai du 26 novembre aux Nations Unies et très probablement le mois de décembre sera le mois des décisions en Europe, mais aussi au sein de la communauté internationale des Nations Unies. Donc, il s'agit de 2 aspects. D'une part, garantir ou de rétablir la sécurité au Mali en accompagnant la mission de formation dirigée par l'Afrique. L'autre aspect central, c'est le processus politique, un processus politique du dialogue
d'un rééquilibrage entre le nord et le sud du pays, car il est évident qu'une mission purement militaire ne permettra jamais de rétablir à terme et dans la durée la stabilité dans le nord du Mali. Nous avons engagé de nombreux projets de développement dans le nord du Mali depuis des décennies. J'étais moi-même au Mali, dans le nord du Mali, il y a quelques jours. J'ai pu discuter avec beaucoup de représentants des communautés du nord du Mali. Et il était évident qu'il s'agit là d'un problème qui nécessite une solution politique. Une solution politique qui sera appuyée militairement par les Africains. Et là, nous sommes en mesure d'aider, d'accorder notre soutien. Alors, c'est la dernière. C'est vous, monsieur, qui posez la question. Tullio Giannotti, ANSA. Je voulais poser une question au ministre Terzi. Nous avons entendu M. Fabius évoquer More Europe. Cette démarche italienne, comment rentre-t-elle dans la logique de ce groupe Weimar Plus et quelle est sa valeur ajoutée? Merci. Merci beaucoup. Il s'agit d'un papier mis au point par le ministère des Affaires étrangères en vue de cette réunion, mais également en amont, afin de pouvoir contribuer au débat sur la direction de l'Europe ou la vision de l'Europe après Lisbonne, lié à tout un discours de construction politique de l'Union européenne, y compris dans les secteurs de la sécurité et de la défense. Il s'agit là de rappeler ce problème, qui d'ailleurs a été évoqué par le ministre allemand Westerwelle, et suite à toute une série de réunions qui ont abouti à un résultat intéressant. Et d'ailleurs, tout cela sera finalisé au prochain Conseil européen au mois de décembre dans les rapports Van Rompuy. L'Italie est convaincue, comme d'autres partenaires d'ailleurs, que c'est là le moment pour donner une impulsion, pour faire un saut de qualité dans nos réflexions. D'ailleurs, j'ai déjà dit qu'il y a effectivement des choses qui peuvent être réalisées d'un point de vue institutionnel concernant l'architecture de l'Europe de défense et de sécurité, tout en avançant par de petits pas, mais des pas concrets dans la planification, dans le contrôle, la maîtrise des opérations de politique de sécurité et de défense commune. Trouver la façon de réunir les forces, de trouver des complémentarités entre les forces, d'avancer de façon plus intégrée et plus efficace, y compris dans la recherche et le développement. Ensuite, et surtout d'ailleurs, dans les actions humanitaires, dans les actions de sécurité que l'Union européenne a déjà déployées sur le terrain, mais qu'elle peut renforcer par la suite. On a parlé du Mali, du Sahel, tout ce qu'on peut faire pour la construction des institutions en Libye. En Somalie, dans les Balkans, où on est déjà présent, l'opération KFOR pourrait se transformer dans une opération, disons, plus européenne. Donc, des réflexions, mais aussi une action concrète sur le terrain avec une présence plus poussée européenne, avec une seule voix. Bon, nous allons arrêter là. On va faire une dernière petite photo.